Yonke est un perdant qui n'a ni argent ni ennemi. Cependant, lorsqu'il sauve une fille magique en l'embrassant, il gagne par hasard la moitié de ses pouvoirs, mais doit continuer à la frapper pour s'en faire plus fort. Il commence une nuit où Ying fait son travail de gardien de sécurité quand il voit une fille nommée Miju flotter dans le ciel. Elle est en train de subir quelque chose appelé la tribulation céleste, mais quand Ying intervient, elle se concentre moins. Cela provoque un éclair qui tombe sur elle, la faisant tomber au sol. Au début, Ying veut partir, ne voulant pas prendre un cas en aidant, mais après réflexion, il décide de faire ce qui est juste. Il s'agenouille près d'elle et lui donne des baisers artificiels, causant une lumière étrange qui éclate vers le ciel. Elle se réveille avec Ying qui l'embrasse et sans réfléchir, elle lui donne un coup de poing spécial faisant reculer Ying qui essaie d'expliquer qu'il a sacrifié son premier baiser pour sauver sa vie. Cependant, elle lui dit que c'est aussi son premier baiser et qu'elle veut le frapper à nouveau, mais elle s'arrête et part, laissant Ying traumatisé. Alors qu'elle s'éloigne, sa colère diminue lentement, sachant au moins que Ying n'a pas assisté à sa tribulation céleste. Mais soudain, une sensation étrange et faible parcourt son corps et elle sait qu'il y a quelque chose de wrong. Pendant ce temps, Ying dort et autour de lui, des énergies bleues apparaissent et ses meubles commencent à flotter comme s'il avait invoqué un démon en mentionnant ce nom. Le lendemain matin, il se réveille en se sentant incroyablement bien et plus acéré comme s'il avait passé une nuit avec Nia Khalifa. En se détendant au parc, il remarque la même fille qu'il a embrassée la veille, Mizu, qui marche dans la ville, tandis qu'un simple déchiqueté essaie de lui proposer un rendez-vous, implorant qu'elle lui laisse lécher ses fromages aux pieds. Soudain, des yeux apparaissent, voulant assister à la nouvelle cultivatrice. Donc, elle crée un accident en laissant tomber un panneau publicitaire entier sur une fille innocente. Ying remarque rapidement et court pour la sauver. Arrivé à distance, il active soudainement ses pouvoirs de cultivateur pour arrêter le panneau publicitaire de tomber avant de s'effondrer. Mizu remarque ce qu'il a fait et Ying se réveille ensuite dans une chambre d'hôtel attachée au lit. Soudain, Mizu apparaît devant lui, regardant comme si elle voulait le violer et monte sur lui, disant qu'ils devraient coucher ensemble cette nuit. Cependant, quand elle remarque que son Bliki ne s'est pas durci, elle s'arrête, change d'attitude et dit à Ying qu'elle veut récupérer ce qu'elle a volé à son tour. Ying affirme qu'il n'a rien volé. Mizu lui informe qu'il a utilisé ses pouvoirs pour sauver la fille du panneau publicitaire. Elle prétend être une cultivatrice cachée et quand Yang rit de ses bêtises, elle presque lui coupait la tête avec une lame de foudre, faisant croire à Yang ses paroles. Elle lui offre alors deux options: mourir sous sa chevalier noire et avoir ses organes vendus sur le marché noir, ou cultiver et devenir immortel avec elle. Plus tard, dans un ascenseur avec Mizu, Ying regarde la ville éclairée en dessous, émerveillée par sa beauté. Mais Mizu coupe rapidement, lui disant de ne pas être dupé et de dire que ce qu'il voit est seulement la surface et que le monde réel est plein de cupidité, mensonges et obscurité. Malgré cette prise de vue pessimiste, Ning pense que même si le monde est sombre, il préfère se concentrer sur la lumière et utiliser sa cultivation pour aider les gens encore dans l'ombre comme un héros. Mizu lui donne un regard indifférent et dit que ce n'est pas aussi simple qu'il le pense. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, elles sortent sur le toit d'un gratte-ciel pour leur entraînement. Mizu se tourne vers Ying et lui demande s'il veut grandir rapidement ou lentement. Sentant excité et confiant, Ying dit qu'il veut grandir rapidement. En l'entendant, Mizu esquisse un sourire, pointe vers le bord de la construction et lui dit de faire un saut de foi, suggérant même qu'il fasse un 360. Ying est surpris d'entendre cela et Mizu explique que cette méthode est la meilleure pour grandir rapidement, car lorsque les gens sont proches de la mort, leur véritable pouvoir se réveille souvent, et si vraiment il ne veut pas mourir, ses instincts prendront le relais et ses capacités apparaîtront. Ying demande ce qui se passe s'il échoue et Mizu répond indifférente qu'il se réveillera juste dans un jeu vidéo. Elle ajoute qu'au cas où il refuserait, d'autres cultivateurs viendraient après lui et il est garanti qu'il mourrait contre eux. Donc, peu importe comment, il est mal barré, alors autant prendre le saut de foi. Reconnaissant qu'il n'a pas beaucoup de choix, Ying murmure que c'est sûrement sa façon de se venger, puis marche lentement vers le bord, ses jambes tremblantes. Juste avant de sauter, Mizu marche dessus et le pousse hors du bord. Pendant qu'il tombe, il désespère de pouvoir invoquer le même pouvoir qu'il utilisait pour sauver la fille du panneau publicitaire, mais rien ne sort. Et la panique commence à le gagner alors qu'il réalise que Ace l'attend de l'autre côté. Sa vision commence à sombrer jusqu'à ce qu'il voit Mizu plonger après lui et l'espoir revient. Elle rattrape, entoure ses bras autour de lui et dit qu'elle mourra avec lui. Ying l'enlace fermement pendant qu'ils tombent ensemble, mais soudain, une lumière éclatante sort de son dos, prenant la forme de des ailes. Ils plongent vers le haut, ralentissant leur chute avant de se poser gracieusement sur le sol, puis s'élèvent de nouveau dans les airs, volant comme s'ils le faisaient depuis toujours. Étonné et rouge de désir, Mizu le regarde, mais ensuite Yang mentionne comment il peut maintenant simplement voler n'importe où avec ses nouvelles ailes. Cela l'exaspère, donc elle invoque ses propres ailes et l'attrape pour un bâtiment en voyant les deux s'écrouler.
Elle le réprimande sévèrement pour son état d'esprit fou, expliquant que des cultivateurs comme eux ont vécu dans l'obscurité toute leur vie pour éviter d'être découverts. Et le mental de Yang de vouloir montrer ses forces et utiliser ses pouvoirs pour le loisir peut les faire découvrir et ils finiront par mourir. Donc Mizu le serre fort, disant que des faibles comme Yang seraient mieux morts, mais elle s'arrête et dit qu'il ne doit jamais se révéler ou d'autres cultivateurs le chercheraient. Lointain, dans une salle éclairée à la chandelle, un maître puissant sent l'énergie de Yang qui se réveille. Il ordonne à son subordonné de trouver l'enfant et de tester sa force, mais si Yang est prouvé faible, elle peut simplement le tuer. Le lendemain, Ying et Mizu marchent dans les rues animées de la ville quand le simple de la veille apparaît encore, implorant Mizu de sortir avec lui. Mizu se tourne vers lui et dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle vient de faire 10 tours complets de yoga chaud avec Ying dans une chambre d'hôtel. En l'entendant, l'homme devient jaloux et charge vers Ying pour claquer les joues de Mizu avant lui. Mais avant qu'il puisse le toucher, Mizu lui tape sur la face, le faisant tomber. Mizu menace de lui écraser ses bleuettes et dit qu'elle seule peut frapper son petit ami, laissant l'homme muet et jaloux. Plus tard, Mizu et Ying s'assoient pour parler et elle découvre que Ying utilise toujours le vieux téléphone de ton grand-père, signifiant qu'ils ne peuvent pas se contacter. Ying dit qu'ils peuvent juste envoyer des messages, mais Mizu hausse les épaules, attrape son téléphone et lui donne un nouveau téléphone pour qu'il puisse la contacter via WeChat, ce qui touche Ying tellement qu'il commence à pleurer. Puis Ying demande curieusement à Mizu pourquoi elle ne s'est pas évanouie si des cultivateurs forts poursuivent les cultivateurs faibles. Mizu explique que c'est parce qu'il a absorbé la plupart de son énergie spirituelle et si elle prenait sa vie, cette puissance disparaîtrait avec lui. Cependant, elle ajoute que cela pourrait changer s'il cultive. En l'entendant, Ying canalise son rhizologie intérieure et demande s'ils peuvent commencer à cultiver cette nuit et le visage de Mizu rougit. Il dit rapidement qu'il plaisante et s'éloigne, mais Mizu attrape son bras, le retient et dit qu'ils devraient prendre leur temps, mais à ce moment, Yue sourit et réalise qu'il commence à tomber amoureux d'elle. En même temps, Yui se déplace, tuant d'autres cultivateurs avant de se diriger vers sa proie principale, Ying. Le lendemain, Yui marche dans les rues animées de la ville, scrutant chaque homme là-bas, traquant l'homme avec l'énergie spirituelle rare qu'on lui a dit de trouver. Cependant, elle réalise rapidement qu'il lui prendrait éternellement de le localiser de manière normale. Donc elle ouvre l'application WeChat sur son téléphone et télécharge quelques selfies d'elle-même ressemblant à quelqu'un valant 2 $ pour 1 heure, tout en infusant ses photos avec son sort de séduction de danse, une charme suffisamment puissant pour faire tomber n'importe quel homme. Mais sa tactique de séduction échoue et 1 à 1, tous les hommes qu'elle rencontre ne sont que des gars suants et maladroits sans énergie spirituelle. Chaque fois qu'ils arrivent en sueur et en salive, elle les éteint. Après quelques heures, la chaussée est remplie de kunners inconscients et Yui est furieuse, se demandant pourquoi le vrai ne montre pas le bout de son nez. Puis elle s'arrête, pensant que peut-être cet homme n'est pas intéressé par les femmes et est plutôt intéressé par les glissades, ce qui explique pourquoi son sort n'a pas fonctionné. Donc Yui décide de changer ses plans et de prendre une autre direction. La nuit, dans la petite résidence des gardiens de sécurité, il est allongé sur son lit de dortoir en regardant une vidéo Inesco quand il remarque son collègue gras et transpirant se lever soudainement. Celui-ci rougit alors qu'il discute avec ce qu'il appelle un beau garçon de soja avec un dingaling colossal sur son ordinateur. Puis, presque comme hypnotisé, il quitte la pièce dans un état second. Ying réalise que quelque chose ne tourne pas rond et s'inquiète que Lee tombe dans un piège où il perdrait ses reins. Ying décide de le suivre silencieusement derrière. Puis Lee marche dans les rues comme un somnambule jusqu'à ce qu'il s'arrête sous une lampe de rue où Yui, qui est le garçon de soja en cachette, l'attend. Yui l'étudie, impressionné par son ventre de nouilles et sa bière pleine, et quand elle vérifie son flux d'énergie spirituelle, elle trouve que ce soubrette n'a pas une goutte d'énergie spirituelle. Elle tourne le dos à Lee, mais toujours sous son sort. Lee supplie qu'elle le fasse appeler papa, mais sans hésitation, Yui lève un poing rapide et puissant, envoyant Lee voler comme un pantin. Ying avance, ses ailes s'ouvrent et il attrape Lee en plein vol. Les yeux de Yui s'élargissent et puis un sourire lent se forme sur ses lèvres, réalisant que c'est sa vraie cible. Pendant ce temps, Lee reste sous le sort et regarde Ying voulant qu'il fasse pleurer, alors que Ying est horrifié en réalisant que Lee veut qu'il lui fasse quelque chose de vraiment effrayant. Soudain, Yui claque des doigts, libérant Lee du sort et Lee revient à lui mais est confus de voir Ying qui le serre dans ses bras. Il pense que Shing est assis sur lui, donc il offre à Ying de lui montrer la technique qu'il a apprise en prison avec Didi. Oh non, mais Ying court rapidement loin de la situation, mais avant qu'il puisse s'éloigner, Ying est frappé par le sort de Yui, le transformant en un de ses simpes qui veut boire sa baignoire.
Plus tard, Ying se retrouve sur un toit avec Yui sous la lueur de la lune. Elle agite la main, scellant l'air avec des restrictions d'énergie spirituelle afin que personne ne puisse sentir leur énergie. Toujours sous son sort, Ying propose à Yui avec du bœuf rôti dans ses poches, tentant même de lui donner le bœuf avec des baisers artificiels, mais voyant le poisson-bouche. Yui est dégoûtée, donc elle lui tape dessus en voyant Ying voler, puis elle le libère du sort. Quand Ying revient à lui, il questionne ce qui se passe. Elle lui dit qu'il l'a épousée et qu'il est temps pour lui de mourir. Elle invoque sa lame flamboyante, prête à lui couper la tête, et Ying réalise que Muzi avait raison et que les cultivateurs chassent les nouveaux cultivateurs comme lui. Il se dépêche de la distraire et s'envole loin d'elle, mais avec le fossé de puissance, Yui l'attrape facilement et le renvoie au sol. Mais elle le frappe si fort que Ying perd ses pantalons et il l'appelle une perversine pour ça. Dégoûtée par son Lizzie, elle lève son épée, mais une foudre frappe entre eux et Mizu arrive en colère. Elle lui ordonne de remettre ses pantalons et Yui rit de voir sauver son petit ami. Yui révèle qu'Ying l'a épousée et qu'il l'a fait parce qu'elle est plus belle que Mizu, ce qui l'agace. Ying essaie d'expliquer, mais Mizu lui dit de genouiller, de se taire et de parler après qu'ils auront envoyé Yui dans le royaume des ombres. Après 10 minutes de regarder les deux filles s'engueuler, Ying dit aux filles qu'elles ne devraient pas se battre pour lui. Mais les filles sont insultées et sans un mot, elles s'unissent et lui donnent un coup de poing, disant qu'elles ne se battaient pas pour lui. L'éjectant inconscient, il tombe au sol comme un pantin, mais le travail d'équipe se termine rapidement car la tension entre elles augmente de nouveau. Avant que le combat entre les deux méchants commence, Mizu parle à Ying mentalement, expliquant qu'à partir de maintenant, elles communiqueront ainsi. Yui examine attentivement, sentant leur niveau de pouvoir et presque rit quand elle réalise que Ying est seulement au milieu du stade de condensation Kui. Tandis que Mizu ne dépasse guère le stade précoce de fondation établie, la découverte la rend furieuse, voyant ses faibles libérer leur énergie publiquement comme s'ils étaient des vrais cultivateurs. La voix de Mizu résonne dans la tête de Yang, rappelant une de ses anciennes leçons sur la cultivation. Elle avait expliqué qu'il y avait un fossé immense entre chaque niveau, presque impossible à surmonter sans un miracle ou un artefact rare. Elle lui avait averti de ne jamais affronter quelqu'un plus fort, sans un arme spéciale, car si c'était le cas, il serait déjà aussi bon que mort. Juste alors, Yui attaque et sa soif de sang emplit l'air, secouant le toit. Mizu réalise immédiatement à quel point c'est mauvais, car la force de Yui a atteint le stade tardif de fondation établie, ce qui est pas juste un niveau plus haut que la sienne, mais un tout autre monde. Elle sait que même si Yang l'aide, elles n'auront aucune chance, mais Mizu refuse de baisser les bras. Elle tire son épée et s'avance, se battant de l'épée. La lame ardente de Yui met l'air en feu alors qu'elle libère une vague massive de flammes. Mizu disparaît instantanément, réapparaissant au-dessus de Yui avec des yeux lumineux, en voyant Yui s'écraser au sol comme une météore. Par le lien télépathique, Mizu ordonne à Ying de courir, promettant de le rattraper plus tard. Mais Yui se relève à nouveau, légèrement blessée mais plus furieuse que jamais. Elles se battent à nouveau et les ondes de choc craquent dans le sol. Yui domine Mizu facilement, la saisissant par le cou et la lançant haut dans les airs avant de la renvoyer au sol. Même alors, Yui ne s'arrête pas et elle lève son épée, la chargeant de pouvoir encore plus grand. Mizu essaie de se défendre, mais le coup de Yui percute directement sa barrière, envoyant Mizu voler. En même temps, Yue Ying court aussi vite qu'il peut, son cœur tambourinant de peur. Mais puis il réalise que Mizu ne survivra pas, la différence de puissance étant trop grande et elle est en train de combattre une bataille qu'elle ne peut pas gagner. Lointain, le maître de Yui termine de capturer une autre âme entourée de lumières d'esprit brillants. Il sourit froidement, sachant que lorsqu'elle reviendra à lui, il compte boire son sang et prendre son énergie, lui donnant la puissance dont il a besoin pour atteindre le prochain niveau. Sur le toit, Mizu lutte pour se relever, refusant de baisser les bras. Yui avance lentement vers elle, moquant comment son petit jouet s'est enfui et l'a laissé mourir. Mais Mizu dit à Yui qu'elle ne comprendra jamais ce que signifie la loyauté, car quelqu'un comme elle ne croit qu'en la force. Les mots la frappent durement et avec de la colère. Elle lève son épée pour achever Mizu, mais quand elle frappe, la lame ne la touche pas et Mizu ouvre les yeux. Elle voit Ying prendre le plein impact de l'attaque de Yui et se faire pénétrer par derrière. Des larmes remplissent ses yeux quand elle se souvient des mots de sa mère sur le fait que l'homme destiné à elle serait quelqu'un qui la protégerait quoi qu'il arrive. Et à ce moment, Mizu réalise que Ying est cet homme. Ils se cramponnent l'un à l'autre, épuisés et ensanglantés, croyant que c'est leur dernier moment. Yui les regarde avec dégoût avant de pousser Ying de côté et de rendre Mizu inconsciente. Lorsque Ying rouvre les yeux, il se trouve ailleurs complètement. Il voit que le lieu ressemble à la frontière entre la vie et la mort, et debout devant se trouve un grand homme qui ressemble à Timu Intuyasha, se présentant comme Chuanzi. Ying regarde avec stupeur alors que Chuanzi invoque une grande lame, le ciel noir, et démontre sa puissance. Ying reconnaît immédiatement que c'est la lame de Mizu, et Chuanzi
l'examine attentivement, sentant quelque chose de familier dans son énergie. Il note que Ying porte la même source de pouvoir que lui, mais ne fait pas partie de sa lignée. Donc il pense que Ying est lié à l'un de ses descendants. La mention de descendant fait que Ying réalise que Chuanze est l'ancêtre de Mizu, donc il prend un grand risque et se présente comme mari et père de Mizu. Chuanze rit de ses paroles et agite la main, créant des orbites lumineuses appelées les perles Unshin. Il les donne à Ying, expliquant qu'elles contiennent quelque chose qui pourrait l'aider sur son chemin. Mais il lui prévient que son énergie est en train de s'épuiser, donc il peut envoyer Ying de retour une seule fois. Avant que Yang puisse demander comment les utiliser, Chuanze disparaît complètement. Dans le monde réel, Mizu se penche sur le corps inanimé de Yang, mais soudain, une lumière éclatante sort du ciel. En revenant en arrière, le temps juste avant qu'il ne meure, et Yang apparaît devant Yui, debout, illuminé par une nouvelle puissance. Tenant Mizu dans ses bras, il se tourne pour faire face à Yui à nouveau. Yui est secoué par la vague massive de puissance spirituelle venant de lui, incapable de croire à quelle vitesse il devient plus fort, presque comme s'il avait débloqué une forme super saiyan. La peur s'insinue et lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut pas le battre avec sa faible puissance actuelle, et si cela continue, elle ne fera pas long feu. Elle commence même à se demander si sa puissance pourrait surpasser celle de ses propres maîtres. Désespérée, elle appelle sa fourche de feu et attaque avec tout ce qu'elle a, mais Ying la détruit facilement avec un seul mot. La puissance dans sa voix est si écrasante qu'elle se fige de surprise. Ses jambes cèdent et elle s'effondre, son précieux outil brisé et sa confiance brisée. Elle décide que sa seule issue est de sauter du toit et de se réunir avec mon mec Michael Jackson, pensant que c'est plus facile que de faire face à la honte de perdre. Mais Ying la sauve rapidement, la réprimande pour être dramatique et dit que c'était juste une bagarre et pas quelque chose digne de la mort. Il lui fait remarquer qu'elle pouvait simplement s'enfuir plutôt que de jeter sa vie. Lorsqu'il retourne sur le toit, elle le repousse et le regarde, furieuse et embarrassée. Elle s'enfuit dans la nuit, se tenant à côté de lui. Mizu lui dit de la laisser tranquille, disant que chacun a ses propres douleurs et que ce n'est pas sa tâche de tout réparer. Mais avant qu'il puisse se détendre, elle attrape son oreille et demande de savoir d'où il a soudain tiré son armure de plomb. Au lieu de répondre, Ying essaie de rire, disant qu'il voulait juste paraître cool, mais elle ne le croit pas. Avec un claquement sec sur la tête, elle lui donne un coup pour lui faire prendre conscience et l'emmène dans une chambre d'hôtel pour une certaine intimité. Dans la chambre, Mizu lui demande à nouveau de son étrange progression et de sa puissance spirituelle. Ink évite la question, disant qu'il est allé plein compte et utilisé la puissance de l'amitié, mais Mizu a déjà compris qu'il essaie de détourner et dit que sa capacité d'absorber sa puissance spirituelle ne devrait pas être possible en premier lieu, donc elle décide de le tester elle-même en commençant par le lier au lit et en montant sur lui. Mizu dit que c'est une méthode Li appelée co-cultivation, et elle presse ses lèvres contre les siennes, permettant à leurs énergies spirituelles de se connecter et de circuler entre eux. L'esprit de Ying va en blanc alors que leurs pouvoirs se mélangent, reliant Yin et Yang dans un équilibre parfait. Conscience de Ying se déplace dans un autre domaine où il se retrouve dans un champ éclatant. Il sent Mizu's énergie s'entrelacer avec des fragments de ses souvenirs qui traversent son esprit. Tandis qu'il avance, il voit une porte verrouillée qui s'ouvre en grand dès qu'il la touche. À l'intérieur, il observe une unique goutte de sang tombée d'une fleur étrange. Puis une version plus jeune de Mizu apparaît devant lui, le visage empreint d'une profonde tristesse. Alors qu'elle tend la main vers lui, le monde autour d'eux s'effondre et ils tombent tous deux dans l'obscurité. Pendant ce temps, Mizu explore les souvenirs de Ying, naviguant dans les profondeurs de son esprit, craignant d'y découvrir les fantasmes étranges qu'il pourrait avoir pour se soulager. Cette force l'entraîne dans un cauchemar de son passé où elle voit des corps sans vie éparpillés sur le sol et l'homme qui a brisé sa vie se tenant devant elle. Alors qu'il s'approche pour l'atteindre, elle pousse un cri terrifié. Yang se réveille dans ce même rêve, des flammes rugissent tout autour de lui et il entend quelqu'un appeler à l'aide. Il se précipite vers le son et voit un homme se tenir calmement au-dessus du feu. Une femme blessée implore pitié en contrebas, mais avant que Yang ne puisse agir, l'homme la massacre sans la moindre hésitation. Le vieux Yang et Mizu se réveillent en sursaut au même instant. Haletant, Mizu éclate en sanglots et voyant le sombre passé qu'elle a dû endurer, Yang lui promet silencieusement de la protéger quoi qu'il arrive. Après s'être calmé, Mizu explique que sa famille comptait autrefois 34 descendants vivant dans le monde moderne. Mais cette nuit sanglante, tous, sauf elle, ont été exterminés à cause de leur trésor familial, le ciel noir. Serrant son collier, elle jure de se venger un jour, convaincue qu'avec le ciel noir en sa possession, elle pourra vaincre cet homme. Ying s'interroge sur la force de son ennemi, lui offrant son aide pour combattre. Mais elle secoue la tête, expliquant que l'homme est déjà au début du stade de l'âme naissante, soutenu par 6 anciens au niveau de l'âme indépendante. Elle ajoute que le combattre maintenant
maintenant serait une mort certaine, mais Ying insiste qu'il sera à ses côtés le moment venu. Sa détermination la fait sourire faiblement et elle le surprend d'un rapide baiser sur la joue, le laissant sans voix et le visage tout rouge. Il est sur le point de lui révéler enfin la vérité sur l'éveil de son pouvoir, mais elle l'arrête et lui dit qu'elle n'a senti aucune obscurité dans son esprit, seulement une chaleur et une gentillesse qui lui rappellent sa mère, donc elle n'a pas besoin de savoir. Mais ensuite, elle lui dit de partir car elle veut dormir, et sur le chemin de son poste de garde, il réalise qu'il a perdu les perles Hunchen, le puissant artefact que Xuanze lui avait donné. La panique l'envahit, sachant qu'il ne peut pas survivre longtemps dans ce monde sans elle. Mais quand il retourne dans sa chambre, sa panique s'estompe instantanément. Yui est allongée sur son lit, plus appétissante qu'un dessert, l'appelant tendrement son chéri. Ying lui demande pourquoi elle est là et Yui lui demande une faveur, mais son apparence rend presque impossible pour lui de ne pas fondre sur place. Sa chemise de nuit soyeuse brille doucement sous la lumière et il lutte pour ne pas la fixer. Elle explique qu'elle n'a nulle part où loger et veut dormir dans son lit. Ying se fige, ne sachant que faire, ni où il est censé dormir à la place. Soudain, Lee intervient avec enthousiasme, souriant comme un idiot, et propose de partager son lit avec Ying afin qu'ils puissent se blottir l'un contre l'autre toute la nuit. Sans réfléchir, Ying refuse, disant qu'il préférerait dormir sur le sol froid plutôt que de risquer d'avoir mal à la gorge le matin. Le lendemain matin, le chaos règne dans la rue, alors que de nombreux types laids et transpirants comme Yu sont toujours sous l'effet du sort de séduction dansant de Yui, et ils font la queue pour lui lécher les orteils. Yui grommelle qu'elle ne semble attirer que le pire genre d'homme, et les choses empirent lorsqu'un type arrive en trombe avec sa voiture, faillit renverser quelqu'un, et le type se révèle être le même soumis qui faisait sa demande en mariage à Mizu. Mais alors, le type remarque Mizu qui passe et oublie instantanément Yui. Il court vers Mizu lui demandant de lui donner une chance, lui offrant même de le piétiner. Mais Mizu ne bronche pas en le rembarrant, disant qu'il est trop laid et que s'il veut un jour une chance, il doit prouver qu'il peut la protéger et prendre soin d'elle pour la vie. Puis elle ajoute que Yui pourrait être un meilleur parti pour lui. Yui lève les yeux au ciel, disant qu'elle n'est pas intéressée par les garçons faibles qui ne peuvent même pas se protéger. Un autre type s'avance, affirmant qu'il est l'homme qu'il lui faut, mais Yui l'assomme d'un seul coup de poing et pointe directement Ying, déclarant que c'est lui qu'elle veut à la place. Ying est confus par ce qui se passe et s'approche de Mizu, mais Mizu le revendique rapidement, disant qu'ils devraient regarder un film ensemble. Avant qu'il ne puisse réagir, Yui lui attrape le bras et dit qu'elle regarderait même un film de Mia Khalifa avec lui. Les deux filles se lancent des regards noirs et commencent à le tirer des deux côtés comme un pris dans un tir à la corde, tandis que les gars rejetés regardent avec désespoir. Ce soir-là, au cinéma, les choses ne font qu'empirer. Les filles s'assoient de chaque côté de Ying, ignorant complètement le film. Elles continuent de chuchoter, de se disputer et de prétendre qu'elles ont la meilleure gorge pour Ying. Pendant tout ce temps, Ying est coincée comme votre belle-sœur préférée. Soudain, Yui l'embrasse sur la joue et voyant cela, Mizu tente de l'embrasser sur les lèvres, mais Ying l'esquive, ce qui fait que les deux filles s'embrassent, offrant au public derrière elles un spectacle mémorable. Une fois le film terminé, les filles se disputent sa veste, le faisant tomber au sol, se demandant pourquoi cela lui arrive. Le lendemain, Ying décide de réparer les choses. Il porte une boîte cadeau pour Mizu, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Zhao, le riche soumis de tout à l'heure, apparaît avec un groupe de brutes musclés et cervelés, et Zhao leur ordonne de tabasser Ying et de lui casser le zizi aussi. Quand il confronte Ying, il dit rapidement que Johnny Sins est derrière eux, lui donnant l'espace pour s'enfuir. Cependant, pendant son évasion, le majordome de Zhao le fait trébucher, le faisant tomber, lui et son cadeau pour Mizu. La bande l'entoure, prête à frapper, mais Yui et Mizu sont là pour le sauver. Les deux filles les éliminent tous, un par un, comme s'ils étaient des nullards complets, jusqu'à ce que toute la bande soit inconsciente. Une fois le combat terminé, Ying attrape rapidement le cadeau et le tend à Mizu. Elle l'ouvre et est confuse en voyant qu'il lui a acheté 2 moufles poulets. Ying explique rapidement que c'est la première fois qu'il achète un cadeau pour une fille et il pensait que toutes les filles aimeraient quelque chose d'utile, tandis que Yui observe de loin, cachant sa jalousie. Pendant ce temps, sur un toit voisin, le maître de Yui observe tout se dérouler. Après cet échange de cadeaux gênants, Mizu et Ying marchent côte à côte et elle est ravie du cadeau qu'elle vient de recevoir de Ying. Mais ensuite, il remarque Yui marchant seul devant, et Ying ne peut s'empêcher de revoir en elle son ancien moi, solitaire et isolé. Il dit à Mizu qu'il veut lui parler, et Mizu accepte, lui faisant un petit signe de tête encourageant. Sans hésitation, Ying court pour rattraper Yui, déterminé à lui remonter le moral. Il tend la main vers Yui et lui propose d'être son ami. Mais Yui se sent insulté et repousse sa main d'une claque, lui disant sans détour que s'il n'avait pas eu cet énorme gain de puissance hier, elle les aurait déjà envoyés, lui et Mizu, dans l'au-delà sans y penser à 2 fois.
Puis elle admet que la seule raison pour laquelle elle s'est jamais approchée de lui était son énergie puissante et qu'il était quelqu'un qu'elle considérait assez fort pour la protéger. Malgré sa froideur, Ying sourit simplement et lui dit de ne pas s'inquiéter, disant qu'il la protégera de toute façon, même en tant qu'amie. Mais cela ne fait que rendre Yui méfiante. Elle demande si c'est Mizu qui l'a envoyée pour la draguer et jouer avec ses émotions, mais Ying secoue la tête et lui dit qu'elle a complètement mal compris qui est Mizu en tant que personne. Ying explique qu'il a été à l'intérieur du monde spirituel de Mizu et a vu la vérité sur la façon dont elle porte seule le poids écrasant des morts tragiques et coagies de sa famille. Il dit que Mizu peut sembler forte et intouchable, mais au fond, elle est tout aussi seule qu'eux. Yui écoute en silence et admet ensuite qu'elle a toujours pensé que Mizu n'était qu'une fille riche, arrogante et gâtée qui méprisait tout le monde, mais Ying explique que la fierté de Mizu n'est qu'un masque qu'elle porte pour se protéger et que Yui est la seule en qui elle a suffisamment confiance pour s'appuyer, la seule qui ait vu sa vraie douleur. Yui comprend soudain pourquoi Ying est si déterminée à protéger Mizu, et c'est parce qu'il sait aussi ce que c'est d'être brisé et seul. Touchée, elle lui demande pourquoi il est si gentil avec elle et il promet simplement qu'il la protégera aussi. Sa sincérité la submerge et elle rougit avant de s'enfuir. Juste à ce moment, Mizu s'approche de lui, le taquinant sur le fait de la rendre jalouse en voyant sa conversation avec Yui. Plus tard, cette nuit-là, quelque part au loin, un couple se faufile vers un endroit tranquille, désireux de se livrer à des ébats passionnés. Mais avant que les choses ne puissent aller plus loin, le maître de Yui apparaît de nulle part. Avec un calme terrifiant, il leur ordonne de s'arrêter immédiatement. Quand le jeune homme tente de défendre sa petite amie, le vieux monstre le soulève simplement du sol et lui brise le cou comme une brindille. La femme hurle, mais il la réduit au silence aussi, libérant son pouvoir obscur. Alors que la nuit devient plus froide, il marmonne que le fruit qu'il a cultivé pendant tant d'années, Yui, est maintenant mûr et prêt à être récolté. Après avoir traîné les deux cadavres dans son antre caché, Yui arrive, essayant désespérément de paraître calme tout en planifiant son évasion. Il l'interroge sur sa mission de vaincre Ying. Yui baisse la tête et admet qu'elle a échoué car le pouvoir de Ying a trop grandi et elle n'a pas pu le vaincre, peu importe ses efforts. À sa surprise, son maître ne semble pas en colère. Au lieu de cela, il sourit et dit que cela n'a pas d'importance car il a déjà atteint une nouvelle percée après avoir consommé le sang des deux amants. Dans 10 jours, il promet qu'il effacera complètement Ying et Mizu et absorbera leur sang pour atteindre le stade avancé de la formation du noyau. Il ordonne ensuite à Yui de les distraire jusqu'à ce jour et de s'assurer qu'ils n'apprennent jamais son existence. La nuit, après que Yui l'ait appelé, Ying cherche profondément dans la forêt, criant son nom. Yui apparaît, habillée comme si elle était prête pour une nuit torride, et Ying cède, lui demandant pourquoi elle l'a appelée ainsi vêtue. Yui ignore la question et commence lentement à le tenter avec ses deux atouts, tandis que Ying panique et se couvre le visage pour éviter de voir ses tétons. Yui lui demande s'il veut la prendre de l'intérieur, mais il secoue la tête, disant qu'il ne peut pas trahir Mizu, aussi tentante que soit la situation. Et irrité par son rejet, Yui invoque son arme et lance une série d'attaques féroces. Ying esquive chaque coup, mais refuse de riposter. Elle lui crie d'utiliser son énergie spirituelle, mais il dit qu'il ne peut pas lever la main contre une amie. Extrêmement frustrée, elle le poignarde avec sa lame, mais il ne bronche même pas, sachant qu'elle ne veut pas le blesser. Cela brise quelque chose en elle et elle se met à pleurer, exigeant de savoir pourquoi il ne veut pas la combattre. Il lui tapote doucement la tête et lui dit que son énergie spirituelle existe pour la protéger. Juste à ce moment, Mizu arrive à côté de leur étreinte et le taquine de ne pas la tromper. Les deux sautent immédiatement en arrière et Yui retrouve rapidement son calme et les avertit que même si elle ne les achève pas, son maître le fera. Ying insiste que c'est exactement pourquoi ils ont besoin de son aide, afin qu'ils puissent s'opposer à lui ensemble. Mais c'est alors que Yui révèle l'horrible vérité. Son maître a senti la libération de leur énergie spirituelle pendant leur bataille, ce qui signifie qu'il sait déjà à quel point ils sont puissants. Ying et Mizu réalisent qu'ils ont été appâtés depuis le début, lorsque son maître a utilisé Yui pour mesurer leur force et recueillir des informations pour son prochain coup. Yui ajoute que son maître est sur le point d'atteindre le stade intermédiaire de la formation du noyau et une fois qu'il y parviendra, il sera assez puissant pour les anéantir sans effort. Pendant ce temps, dans l'obscurité de son antre, le maître de Yui finit de consommer le sang des deux amants, mais il se dit qu'il a encore besoin du sang de Ying et de Mizu pour atteindre sa pleine puissance. Après avoir entendu les plans de Yui, Ying ne peut être d'accord avec elle car il est contre le code moral d'essayer d'attaquer leur propre maître et Mizu rappelle à Yui que sa relation avec son maître sera brisée si elle décide de mettre ses plans à exécution. Yui explique son passé la première fois qu'elle a rencontré son maître. Il y a des années, alors qu'elle ramassait du bois pour son voyage, ses parents lui ont donné son déjeuner et lui ont souhaité bonne chance. Yui avait une excellente relation avec ses parents et c'est ainsi qu'elle a commencé son périple.
Puis elle a rencontré un groupe qui a commencé à l'intimider, mais Yui est restée calme et patiente. L'un d'eux lui a jeté une pierre, alors Yui les a tous combattus et les a mis à terre. Parce que l'ami de Yui était l'esprit serpent, le groupe se moquait d'elle pour accompagner un monstre. Pendant ce temps, l'esprit serpent se reposait tranquillement quand elle a senti quelqu'un entrer dans sa grotte, mais c'était Yui. Alors elle a souri parce qu'elle était heureuse de la voir. L'esprit serpent a montré la coupure sur son dos et Yui lui a apporté des médicaments. Après que Yui ait appliqué le médicament, elle a donné son déjeuner à l'esprit serpent. Yui souhaitait que l'esprit serpent se rétablisse vite car elle voulait qu'elle se transforme en sa forme humaine afin de pouvoir la montrer à la lune et aux gens, prouvant qu'elle avait une amie qu'elle aimait vraiment. À ce moment-là, Yui croyait qu'elle serait amie pour toujours jusqu'au jour où, alors que Yui marchait dans le village, elle vit un vieux diseur de Bonaventure, surprenant tout le monde. Le diseur de Bonaventure essaya de l'appeler, mais Yui devait nourrir l'esprit serpent, alors elle fit semblant de ne pas l'entendre. En marchant, Yui fut soudainement surprise lorsque le diseur de Bonaventure lui dit que l'esprit serpent lui prendrait tout ce qu'elle possédait. Le diseur de Bonaventure avertit Yui de rester loin de l'esprit serpent, mais Yui retourna à la grotte, refusant de croire ce qu'il avait dit. Soudain, elle vit que la grotte était vide, alors elle retourna à son village car elle entendit un grand bruit en provenant. Quand Yui revint, elle vit les villageois être éliminés par quelqu'un, alors elle se précipita pour retrouver ses parents. Yui fut horrifiée quand elle trouva ses parents se protégeant mutuellement mais déjà morts. Yui pleura immédiatement et vit le diseur de Bonaventure mourir, alors elle le confronta. Le diseur de Bonaventure dit à Yui que l'esprit serpent était celui qui les avait attaqués avant de rendre son dernier souffle. Après avoir entendu ces mots, Yui se blâma elle-même pour tout ce qu'elle avait fait pour l'esprit serpent. Remplie de rage et de chagrin, Yui jura de se venger. Elle décida de confronter l'esprit serpent et de le couper en morceaux pour ce qu'il avait fait au village. Puis, Yui arriva à la grotte, mais un homme inconnu sortit soudainement. L'homme dit à Yui qu'elle gâchait sa vie, mais admit qu'il était trop tard pour les sauver. Il l'avertit que l'esprit serpent était dangereux la nuit et lui dit qu'elle était la dernière survivante du village. Alors, elle devait continuer à vivre. Yui tenta d'attaquer l'homme, mais il bloqua facilement son coup. Puis l'homme lui montra une épée qui pouvait éliminer l'esprit serpent et Yui la prit immédiatement car elle voulait venger son village. Suivant la trace du serpent, Yui trouva l'esprit serpent blessé. Yui exigea une explication, mais l'esprit serpent tenta immédiatement de l'attaquer. L'esprit serpent hésita, ce qui effraya Yui, alors Yui la poignarda. Yui pleura hystériquement alors que les souvenirs entre elle et l'esprit serpent lui revinrent en flot. Elle laissa le corps de l'esprit serpent derrière elle et fut bientôt confrontée à l'homme flottant dans les airs. Yui réalisa qu'il devait être un immortel, alors elle le supplia de ressusciter son village. L'homme dit à Yui qu'il ne pouvait pas le faire car c'était contre les règles du ciel, mais il lui offrit de la prendre comme élève afin que sa douleur s'estompe. Yui crut que si elle devenait une immortelle comme lui, elle ne ressentirait plus de douleur. Mais l'homme lui offrit une voie différente, celle de devenir une cultivatrice, un être qui ne ressentait rien pour personne. À partir de ce jour, Yui appela l'homme son maître et suivit son entraînement en cultivation. Après des années d'entraînement, Yui remarqua que son maître commençait à utiliser une sorte d'art démoniaque sanguinaire pour améliorer son niveau de cultivation. Elle réalisa que son maître agissait différemment, la regardant comme si elle était sa proie. En entendant cela, Mizu comprend que le véritable désir du maître de Yui est d'atteindre le stade avancé de la formation du noyau. Ying remarque l'aura terrifiante du maître et se demande à quel point il est vraiment puissant. Yui a reçu l'ordre de les trouver et elle doit maintenant décider rapidement car s'il laisse son maître seul trop longtemps, il pourrait atteindre le stade avancé de la formation du noyau. Puis elle révèle que son maître prendra aussi leur énergie spirituelle, ce qui terrifie Ying. Alors il exhorte Mizu à partir et à aller loin pour que le maître ne puisse pas les trouver. Mizu aime son idée car elle a toujours voulu des vacances romantiques avec lui. Mais Yui devient furieuse qu'ils ne prennent pas la situation au sérieux et leur dit que son maître peut les trouver facilement. Entendant ces mots, Ying dit à Mizu de lui donner toute son énergie spirituelle car il a le sentiment qu'il peut éliminer le maître de Yui. Il ne se soucie pas de mourir tant que c'est pour Mizu, ce qui la touche profondément. Yui rappelle à Ying que la seule façon de quitter le monde des cultivateurs est par la mort, ce qui le fait se demander comment ils peuvent échapper à son maître. Yui sait qu'ils ne peuvent pas lui échapper, alors elle propose qu'ils l'attaquent ensemble. Elle leur dit qu'ils pourraient avoir une chance de vivre s'ils travaillent ensemble pour combattre son maître, même si elle sait qu'elle mourra probablement bientôt. Comme son maître est déjà proche d'atteindre le stade avancé de la formation du noyau, Mizu avertit Ying de ne pas accepter l'offre de Yui car elle pense que c'est un piège. Mais alors, Yui révèle que son maître n'est pas encore à son stade avancé, donc ils peuvent l'attaquer quand sa garde est baissée. Mizu se demande comment ils peuvent le vaincre à seulement 3. Alors Yui révèle la faiblesse de son maître.
maître. Elle prévoit de piéger son maître, disant que c'est leur meilleure et unique chance de l'éliminer. Plus tard, Ying et Mizu vont à un hôtel où Mizu le pousse au sol parce qu'elle est en colère qu'il décide d'aider Yui. Ying explique que son nom lui a été donné par son père avec l'espoir que son fils deviendrait un héros et Mizu s'adoucit, comprenant ses sentiments. Elle dit à Ying qu'ils doivent augmenter leurs chances de gagner. Lui tenant les mains, elle lui dit que lors de leur dernière co-cultivation, elle a vu un orbe de lumière blanche à l'intérieur de son monde de la conscience. Elle sent qu'il possède un pouvoir au-delà de leur compréhension et veut qu'il le fasse émerger pour vaincre le maître de Yui. Mizu explique qu'il doit utiliser son sang mais l'avertit que l'énergie pourrait être un esprit arme, un esprit dangereux car il possède sa propre conscience. Cependant, s'ils peuvent le contrôler, ils peuvent le manier comme une arme puissante. Ying est excitée à l'idée de le faire sortir car cela pourrait leur donner une chance de gagner, mais Mizu ne veut pas prendre le risque, craignant qu'il ne prenne le contrôle de son corps et ne l'utilise pour faire des choses terribles. Ying plaisante immédiatement en disant qu'il pourrait être possédé et que l'esprit l'utiliserait pour faire des choses bizarres à Mizu. Mais elle le réprimande instantanément pour qu'il se concentre, lui rappelant que c'est sa décision de libérer ou non son esprit arme. Ying insiste qu'avec son esprit arme, il pourrait aider Yui, et si les choses tournent mal, il sera en paix car il a Mizu avec lui. Furieuse qu'il ait déjà décidé, Mizu lui attrape la main et lui fait une petite coupure. Le sang coule et Mizu pose sa main sur la sienne pour invoquer son esprit arme. Soudain, une fille aux cheveux verts apparaît et Ying touche accidentellement ses poitrines généreuses par surprise. La fille l'appelle son maître et dit qu'elle a un niveau de cultivation élevé et peut les aider à vaincre le maître de Yui. Cependant, elle avertit qu'il ne peut l'invoquer que pour une courte période car son niveau est encore trop bas. Puis elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue et Ying demande immédiatement à Mizu de co-cultiver à nouveau, mais elle refuse, pensant qu'il préfère les melons de l'esprit aux siens et le jette à coups de pied dans la salle de bain pendant qu'elle dort. À minuit, Ying tente de nouveau d'invoquer l'esprit de son arme, mais il ne peut pas, ayant oublié comment faire. Alors la voix de l'esprit de son arme résonne dans son esprit, lui disant de se concentrer et de ne pas se blesser. Le lendemain, Joy apparaît, l'affrontant et exigeant le retour de Mizu. Ying refuse, alors Zhao ordonne à ses amis de lui casser les couilles. Ying est presque terrassé, mais Mizu et Yui arrivent juste à temps pour le sauver. Mizu et Yui attaquent le groupe de Xiao, mais les ennemis esquivent et les piègent avec des sorts de liaison. Ying est laissé seul, tentant de riposter, mais il est vite mis à terre et acculé. Soudain, l'esprit de l'arme de Ying apparaît, sauvant Ning une fois de plus. Il lui crie de venir aider Mizu et Yui et l'esprit de l'arme de Ying tranche leur lien avant de terrasser les amis de Zhu avec aisance. Libéré, Mizu déchaîne sa fureur et vainc facilement les assaillants. Ying rougit en regardant l'esprit de son arme, ce qui pousse Yui et Mizu à le poursuivre, le traitant de playboy. Ce qu'elles ignorent, c'est que le maître de Yui les observe de loin, impressionné, et qu'il prévoit déjà de faire de Yui et des autres des sacrifices. Quelque temps plus tard, Zhao retrouve Ying et les filles, et quand il voit que Ying a maintenant une servante plantureuse, il dit aussitôt à son majordome de lui en trouver une, car il ne veut pas perdre face à Ying. Puis, après l'arrivée du serviteur de Zhao, Ying reçoit un massage de l'esprit de son arme. Yui et Mizu deviennent jalouses, alors Mizu dit rapidement à Zhao qu'elle n'a absolument aucune relation avec Ying. Zhao pleure comme une mauviette parce qu'un riche comme lui vient d'être rejeté par la fille de ses rêves, puis glisse accidentellement sur un rocher et tombe. Pendant que le majordome le surveille, Mizu et Yui remarquent Ying appréciant son massage de l'esprit de son arme, ce qui les rend encore plus jalouses. Plus tard, Ying et les filles se rendent dans une cabane voisine où Yui commence à inspecter l'esprit de l'arme de Ying. Elle se demande où il a trouvé un esprit d'arme avec sa propre conscience, car de tels esprits sont rares et puissants. Ying ne fait que rire, se souvenant que Xuanzé l'avait autrefois averti de ne jamais parler à personne de leur rencontre. Alors il ment, disant qu'il a reçu sa puissante arme du ciel. Yui demande ensuite à l'esprit de l'arme si elle a un nom, mais elle ne répond pas car elle est la servante de Ying. Se sentant mal à l'aise de ne pas lui avoir encore donné de nom, Ying commence à réfléchir. Yui suggère de l'appeler Yawan, ce qui signifie esclave, mais elle ne répond toujours pas. Alors Ying l'appelle Ling parce qu'elle est un esprit. Ling sourit, aimant le nom, et Ying l'aime aussi. Après avoir donné son nom à Ling, Yui les quitte pour préparer son arme au combat. Mizu rappelle à Ying de s'entraîner davantage car ils vont se battre pour leur vie, puis le laisse avec Ling, ce qui embarrasse Ying car personne ne semble avoir foi en lui. Après le départ de Mizu, Ying dit à Ling qu'il en a assez de se cacher derrière les femmes et Ling lui dit qu'il a un bon niveau mais manque de compétences de combat. Puis elle ouvre un portail vers une autre dimension qui les aspire soudainement tous les deux. Mizu voit Ling emmener Ying et ne peut que lui souhaiter bonne chance, sachant que Ling l'entraînera plus durement que Johnny n'envoie Clapsuo.
Ling amène Yang à l'intérieur des perles Hutian et il est stupéfait de trouver un vaste espace ouvert et des champignons lumineux à l'intérieur de ce qui ressemble à une petite orbe. Ling explique que d'innombrables esprits d'armes miraculeux existent à travers le monde de la cultivation, mais elle-même est un esprit d'armes intelligent créé par son maître originel utilisant 10 trésors uniques et scellés dans un endroit froid pendant une décennie pour purifier son énergie spirituelle. Après avoir entendu son histoire, Ying se demande à quel point elle est vraiment forte. Ling révèle que son niveau de cultivation est extrêmement élevé, mais la durée pendant laquelle elle peut rester invoquée dépend du niveau de son maître. Donc si Ying veut libérer toute sa capacité, il doit atteindre le stade précoce du royaume de l'âme ascendante. Ling ajoute qu'elle peut éliminer un cultivateur au stade de formation du noyau, mais cela libérerait une énergie comme une explosion nucléaire et il ne la reverrait plus jamais. Ying lui dit immédiatement qu'il ne l'utilisera jamais pour quelque chose comme ça. Cependant, quelque chose le tracasse toujours. Ying explique qu'il possède une énergie spirituelle plus puissante que Mizu, pourtant il est toujours considéré comme faible. Ling lui explique que la force d'un cultivateur vient de l'essence du ciel et de la terre se transformant en énergie spirituelle, tandis que le pouvoir de Ying provient d'une source externe. Elle remarque que Ying n'a pas encore reconnu sa propre énergie spirituelle, ce qui signifie qu'il ne peut pas l'utiliser pleinement au combat parce qu'il devient trop nerveux. Alors elle décide de l'aider à la révéler. Soudain, Ling enlève la chemise de Ying et le serre par derrière, commençant son guidage spirituel. Ying sent une chaleur se répandre dans son estomac comme une petite explosion. Il se tortille car cela le chatouille, ce qui déroute Ling, mais il insiste que ce n'est rien. Alors elle continue son tutoriel, ils s'assoient ensemble et Ling lui frotte de nouveau le ventre, l'exhortant à rester calme et stable pour invoquer son énergie spirituelle. Cette fois, Ying respire profondément et se concentre. Quand il ouvre les yeux, il claque des doigts et une énergie spirituelle lumineuse jaillit autour de lui. Ying se sent puissant, mais Ling lui dit qu'il ne pourra utiliser son énergie spirituelle habilement qu'après environ 10 ans d'entraînement. Néanmoins, elle offre une autre façon de l'aider à monter de niveau plus vite en lui infusant sa propre énergie spirituelle, mais elle le prévient que le processus sera douloureux. Ying ne se soucie pas de la douleur et lui dit immédiatement de le faire. Ensuite, Ling s'assied derrière lui et canalise son pouvoir dans son corps. Ying ressent une douleur aiguë et brûlante comme si sa tête se fendait, mais il l'endure, pensant aux luttes de Yui et Mizu, se convainquant que cette douleur n'est rien comparée à la leur. Des heures passent avant que le processus ne se termine et Ling est impressionné que Ying n'ait jamais crié une seule fois pendant toute l'épreuve. Alors qu'ils se lèvent là tous les deux, l'air lumineux autour d'eux commence à se calmer, mais avant qu'ils ne puissent célébrer, un esprit d'arbre massif les attaque soudainement. Mais d'un seul coup, Ying vainc facilement l'esprit de l'arbre, ce qui le déroute car il ignore qu'il peut faire une telle chose. Ensuite, Ling l'informe qu'il peut utiliser le transfert d'énergie spirituelle pour employer l'art de bas niveau qu'il possédait déjà auparavant. Avant que Ling ne puisse le féliciter, Ying part célébrer seul, volant avec ses ailes et criant de pur bonheur. Ying se demande pourquoi il y a un esprit d'arbre. Alors Ling explique qu'elle vit là depuis si longtemps et qu'elle ne connaît toujours pas le secret des perles Honshin. Mais elle sait qu'il y avait beaucoup d'esprits dans les temps anciens, lorsque la concentration d'esprits était bien au-delà de celle du monde extérieur. Ying se demande silencieusement pourquoi les esprits ont disparu, ce qui lui fait sentir que quelque chose de significatif a dû se produire dans le passé pour causer leur disparition. Soudain, Ying reçoit un appel de Mizu qui lui demande de revenir et de se préparer pour la grande bataille. Ying est choqué quand Mizu l'emmène dans un magasin épicé, car il pensait que Mizu voulait aller dans un magasin de cultivateurs. Ling est confuse quant à ce que c'est. Alors, Ying explique qu'un magasin épicé est une boutique qui vend des objets magiques utilisés par les cultivateurs anciens. Ying et les autres entrent, où la propriétaire dit au personnel de les amuser. Le personnel joue de la musique et essaie de les taquiner parce qu'ils sont dans un magasin épicé. Mais soudain, Mizu casse un ordinateur portable pour montrer qu'elle est une cultivatrice et elle jette une carte diamant doré parce qu'elle veut rencontrer le patron, alors le personnel la laisse passer. Ying et Ling veulent aussi entrer, mais le personnel ne les laisse pas car ils ne sont pas au niveau de Mizu. Mizu donne ensuite à Ying un sac d'argent pour qu'il puisse regarder autour du magasin, et Ying est surpris quand il voit que Mizu lui a donné un sac de pierres spirituelles. Le personnel remarque qu'il a beaucoup d'argent, alors l'un d'eux s'approche immédiatement de Ying et commence à lui montrer des choses. Le personnel dit à Ying qu'ils ont de l'équipement magique, ce qui éveille son intérêt. Juste à ce moment-là, Ying voit une cape magique qu'il pense pouvoir le faire voler, mais le personnel révèle que la cape peut en fait le protéger de tout. Ying est sidéré par son prix, alors il décide de partir et de garder les pierres cadeaux spirituelles pour Mizu à la place. Le personnel réalise que Ying est un idiot qui ne comprend pas la vraie valeur des pierres spirituelles, alors ils ont une idée. Le personnel dit à Ying qu'il a une chance d'obtenir de grandes récompenses, ce qui l'intéresse. Ils expliquent qu'il pourrait utiliser ces pierres spirituelles pour acheter une pierre de jeu qui pourrait le rendre riche. Après
avoir entendu cela, Ying accepte d'essayer, ne réalisant pas que le personnel le trompe. Pendant ce temps, la carte diamant doré de Mizu est vérifiée par le patron, et le patron sait qu'il n'a donné cette carte à la famille de cultivation Lee qu'il y a 100 ans. Mizu dit qu'elle veut l'objet le plus magique du magasin, mais le patron la prévient que cela lui coûtera la carte. Mizu ne s'en soucie pas, alors le patron va le lui chercher. Le personnel craint que le patron ne donne leur objet le plus puissant, mais le patron sait qu'il n'est plus utile, car seule une personne en dessous du niveau de l'âme naissante peut l'utiliser. Le patron dit au personnel que le magasin fermera bientôt. Il doit donc vendre ses objets magiques, car il sait qu'il existe des trésors encore plus grands. Ensuite, le personnel montre à Ying et Ling une pièce pleine de boîtes de jeux, et il explique que quoi qu'ils choisissent, cela ne leur fera aucun mal. Ying veut en choisir une, mais Ling insiste pour choisir car elle peut voir à l'intérieur des boîtes. Ying décide quand même d'en chercher une lui-même, ce qui fait que le personnel commence à trembler nerveusement, craignant qu'il ne choisisse les gros lots des boîtes. Soudain, Ying demande à Ling laquelle elle choisirait et il décide de prendre la même qu'elle. Alors, le personnel l'ouvre immédiatement avec une clé et révèle que Ying a gagné une dague rouillée. Le personnel soupire de soulagement et Ying est déçu d'avoir obtenu une dague rouillée, mais il passe à autre chose. Après le départ de Ying et des autres, le personnel rapporte immédiatement à son patron qu'elle a réussi à faire un profit en vendant une boîte de jeux. Quand elle révèle que Ying a obtenu une dague rouillée, le patron a le nez qui saigne car cette dague rouillée est extrêmement précieuse. Plus tard, Yui rend visite à son maître, Guang, et lui dit qu'elle a échoué sa mission de distraire Ying et Mizu. Guang sent que Yui a conspiré avec l'ennemi et prévoit de l'éliminer, mais Yui nie l'accusation. Wang lui rappelle que le vieil homme qui nettoyait autour de l'école était en fait lui et qu'il a observé tout ce qu'elle a fait, ce qui la rend furieuse. Wang ne s'attend pas à ce qui va suivre, mais il est content de l'avoir traqué. La trahison de Yui est la limite qu'il ne franchit pas. Soudain, Wang tire un rayon, mais Yui parvient à l'esquiver et s'enfuit. Wang aime que Yui veuille transformer cela en un jeu de poursuite, alors il décide de mettre fin à leur relation maître-élève, car c'est la fin parfaite à ses yeux. Pendant ce temps, Mizu voit que Ying a acheté une dague pour lui-même, et Ying lui dit que c'est Ling qui l'a choisie. Soudain, Ling révèle que la dague contient un esprit de dragon, après qu'un maître ait autrefois combattu un dragon et scellé son âme à l'intérieur, rendant son sang extrêmement corrosif. Ling révèle que le maître en question était Chuanji et que c'est lui qui a éliminé le dragon rouge, ce qui fait réaliser à Ying à quel point l'arme est précieuse. Ying a hâte d'invoquer le dragon et de l'utiliser pour arracher la tête de Wang, mais elle explique ensuite que le dragon est en fait une bête yogh, ce qui signifie qu'il est extrêmement hostile envers les humains et ne lui causerait que plus de problèmes. Ling leur dit qu'elle ne peut pas invoquer le dragon, ce qui rend la dague apparemment sans valeur, mais elle sait toujours que la dague est un trésor magique, alors elle veut que Ying y injecte son énergie spirituelle pour voir ce qui se passe. Ying l'essaie immédiatement et soudain, il invoque deux autres versions de lui-même. Mizu n'est pas impressionné par le pouvoir de la dague, mais même Ling ne peut pas dire lequel est sur le vrai Ying. Malgré son sens aigu de la cultivation, Ying joue avec la dague en s'amusant, ce qui déroute Mizu qui ne comprend pas comment il peut maintenant utiliser l'énergie spirituelle avec aisance. Alors qu'il explique à Mizu que c'est Ling qui l'a aidé, Ying reçoit un message de Yui qui l'avertit que Wang connaît leur plan et qu'il a l'intention de les éliminer. Ils doivent donc se retrouver à l'endroit désigné. Ying informe immédiatement Mizu de l'avertissement de Yui et se précipite pour partir, mais Mizu l'arrête disant qu'elle a un cadeau pour lui. Mizu présente à Yang sa possession la plus précieuse, son collier qui est destiné à le protéger. Avant que Ying ne parte, il promet à Mizu qu'il reviendra en paix pour elle. Alors qu'il vole vers Yui, Yui sait qu'il doit protéger Mizu quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Yui continue de fuir Wang qui est juste derrière elle. Yui est certaine que Wang a planifié de l'éliminer depuis qu'il l'a prise comme élève et Wang ne nie pas ses accusations, admettant même qu'elle a raison. Il explique que depuis qu'il l'a acceptée, il a prévu de la tuer une fois qu'elle aurait atteint le stade de formation du noyau afin de pouvoir l'utiliser pour faire progresser sa propre cultivation. Yui le frappe avec du feu mais il le bloque facilement, ce qui la rend furieuse. Pendant ce temps, Ying et les autres savent qu'ils doivent élaborer un plan avant de combattre Wang où ils perdront instantanément. Misa leur dit qu'ils doivent trouver un moyen d'activer le réseau qui est leur seule clé de la victoire. Ying comprend et se prépare à agir, mais au fond de lui, il a un mauvais pressentiment. Yue continue de courir, mais Wang la piège finalement à l'intérieur d'un mur de feu. Yue sait qu'elle ne peut pas s'échapper, alors elle décide de le combattre à mort, même si ses chances de survie sont aussi minces que celles d'un perdant de se faire draguer. Mais juste au moment où Wang est sur le point de l'envoyer dans l'au-delà, Ying apparaît et le repousse. Wang voit qu'il a utilisé le jutsu de Naruto pour créer deux Ying et est impressionné. Mais alors que Ying commence à expliquer ce qu'il a fait, Wang le coupe et le frappe avec du feu. Mais Yui et Mizu parviennent à protéger Ying, leur bouclier se brise et les Ying réalisent qu'ils doivent attaquer Wang ensemble. Ying charge avec ses clones, mais Wang les vainc sans effort.
Ensuite, Yui, Mizu et l'un des clones de Ying lui lancent des décharges, forçant Wang à se protéger à l'intérieur d'un bouclier de bulles enflammé. Mizu et Yui remarquent à quel point il est fort et elles savent qu'elles doivent trouver sa faiblesse. Pendant ce temps, Wang est amusé par leur désespoir. Ying essaie de frapper avec son poing de flamme mais est maîtrisé. Mizu et Yui attaquent ensuite mais Wang les met à terre avec aisance. Voyant que le pouvoir de formation du noyau de Wang est trop grand, Ying décide d'utiliser sa dague, celle qui contient le dragon. Alors que Wang le charge, Ying invoque la dague et frappe, brisant le bouclier de Wang et le faisant saigner. Ying voit que la dague fonctionne, alors il la pointe sur Wang et déclare qu'il est temps pour lui d'accepter sa mort. Wang voit qu'il a une coupure sur la poitrine et le visage, ce qui le rend furieux alors que Ying commence à le railler en le traitant de vieille prune. Wang étrangle immédiatement Ying, mais il s'avère que ce n'est qu'un autre clone. Soudain, Ying attaque par derrière et Wang esquive mais reçoit quand même une autre coupure à la poitrine. Ying recule et traite Wang de lent, signalant à ses amis de se préparer. Avant que Ying ne combatte Wang, Ling révèle que la capacité de clone de Ying est incroyable car elle ne peut même pas dire lequel est réel, mais elle révèle qu'il y a un problème. Et ce problème est que les clones de Ying ne peuvent pas survivre plus de 2 heures. Cependant, Ying découvre quelque chose d'étonnant, il peut choisir l'un de ses clones pour recevoir son âme, se transférant ainsi efficacement à l'intérieur. Mizu et Ling sont choqués, réalisant que Ying pourrait se battre sans se mettre en danger, et Ying voit cela comme leur clé de la victoire. Alors il leur dit de pousser le pouvoir de la dague à sa limite. Wang réalise que le pouvoir de la dague permet à Ying de se cloner et il le confronte à propos de son plan, laissant Wang attaquer en premier pour que Ying puisse frapper par derrière. Ying le traite d'homme intelligent, mais Wang déchaîne soudainement un art démoniaque, un vortex sombre qui draine leur énergie spirituelle et assèche leur sang. Yui pense que c'est la fin car aucun d'eux ne peut bouger, mais Ying parvient à invoquer Ling qui désactive instantanément l'art démoniaque de Wang, le laissant stupéfait. Il exige de savoir qui elle est, mais Ling refuse de répondre, disant qu'il n'est pas qualifié pour le savoir. Elle dit ensuite à Ying de courir pendant qu'elle crée un bouclier pour les protéger des attaques de Wang. Ling veut éliminer Wang puisqu'il refuse de se rendre, tandis que Wan ne sait pas qui est cette bombe, mais s'en fiche car il croit fermement qu'il peut se libérer facilement. Cependant, il réalise vite que Ling ne se bat pas pendant que Ying et les autres sont à proximité, ce qui le fait suspecter qu'elle a une limitation. Wang remarque que Ling priorise leur protection, confirmant qu'elle a vraiment l'intention de le tuer. Ling ordonne à Ying de partir, affirmant qu'elle peut gérer Wang seule, et Wang sent la puissante cultivation de Ling, mais remarque aussi qu'elle a besoin de temps pour construire son réseau défensif. Alors que Ying et les autres se retirent, Wang leur tire un rayon, mais Ying parvient à s'échapper en premier. Il se cache dans une forêt, donnant à Ling le temps de se téléporter dans son esprit. Une fois Ling revenu, Ying dit aux autres qu'ils doivent élaborer un plan pour vaincre Wang. Il réalise qu'ils devraient tendre un piège puisque Wang ne s'y attendrait pas dans son état actuel, mais Wang les traque rapidement et les accule. Juste au moment où il est sur le point de frapper, Ying et Mizu esquivent, créant une ouverture pour que Yui active son réseau de flammes et piège Wang. Ils se sentent soulagés, croyant l'avoir enfin vaincu. Mais soudain, Wang se libère avec aisance, les choquant tous. Wang révèle qu'il sait que c'est Yui qui a volé son art démoniaque et a pris ses pouvoirs. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'il a modifié l'art démoniaque, le rendant faux. Yui se souvient de la version qu'elle a prise et réalise qu'elle n'affaiblit pas Wang, mais qu'au contraire, elle le renforce. Wang admet qu'il a fait semblant d'être faible depuis le début. Utilisant la tromperie pour devenir encore plus puissant, il se vante d'avoir modifié le Find Dark pour absorber l'énergie spirituelle des autres, lui permettant d'atteindre le stade avancé de la formation du noyau. Mizu est horrifié et crie à tout le monde de courir. Shi et Yui parviennent à fuir et Wang, enragé, refuse de les laisser s'échapper. Juste au moment où il est sur le point de les poursuivre, Ying invoque Ling à nouveau pour bloquer son chemin. Ling retient Wang, l'empêchant de poursuivre sa proie. Furieux et piégé, Wang réalise qu'il doit utiliser son dernier recours pour échapper à Ling. Il appelle Yui par son nom à voix haute, ce qui attire immédiatement son attention, tandis que Mizu avertit Yui de ne pas arrêter de courir, sachant que Wang essaie de la manipuler. Mais Wang a déjà envahi son esprit, lui murmurant qu'il connaît la vérité sur le massacre de son village. Yui se fige sous le choc. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. Il y a environ 2 décennies, Wang a poursuivi un esprit serpent parce qu'il voulait son noyau. Il la poursuit jusqu'à un village connu sous le nom de Sidi, où il voit accidentellement une fille se faire intimider. Cette fille parvient à vaincre les intimidateurs, ce qui fait réaliser à Wang qu'elle est déjà au stade avancé de la considération Kai, une voie spirituelle rare. Wang sait qu'il doit l'utiliser pour remédier à sa terrible intelligence, alors il élabore un plan. Il se déguise en vieil homme rempli de sagesse, impressionnant les gens et gagnant leur confiance. Un jour, il voit la fille marcher seule, alors il essaie de l'appeler, mais elle le refuse. Enragé, il se déguise en esprit serpent et massacre tout le village de la fille. Ensuite, il utilise une herbe magique qui rend les Yogwai fous. La fille croit que l'esprit serpent a détruit son village.
Alors elle cherche à se venger mais ne peut y parvenir seule. Elle va voir Wang et il accepte immédiatement, lui offrant un couteau. Avec cette lame, la fille élimine l'esprit serpent en échange de devenir l'élève de Wang. Ce jour-là, Wang perd complètement les pédales car non seulement il gagne Yui, mais il obtient aussi une racine de spirituel suprême nourrissante et une sphère d'esprit serpent. Yui est dévastée quand elle apprend la vérité. Des larmes remplissent ses yeux et sa colère la consume tandis qu'elle jure vengeance et part pour égorger Wang en morceaux. Ying voit Yui voler vers Wang et dit à Mizu qu'il l'aidera parce qu'il sait que c'est un piège, ne voulant pas le laisser seul. Mizu rejoint le combat. Yui attaque en premier, coupant le bouclier de Wang avec son glaive de feu, mais Wang la repousse facilement, choqué quand la dague de Ying pénètre son torse. Ying explique à Wang que bien que Yui puisse tomber dans des pièges, sa confiance a fait de lui une cible facile. Il explique que pendant que Yui attaquait, il utilisait un art de contrôle sur sa dague, permettant à celle-ci de se mouvoir seule et de transpercer Wang. Furieux, Wang jure de montrer à Ying ce que signifie vraiment un art de contrôle. De son côté, Zhao se détend dans un avion privé, buvant du vin et fronçant les sourcils quasi devant son goût fade. Il commande à son majordome de servir une bouteille plus ancienne, affirmant qu'elle est supérieure. Soudain, l'avion commence à trembler violemment. Chio fronce les sourcils, pensant qu'un obstacle bloque leur chemin, mais le majordome rappelle qu'ils volent dans les airs. Puis ils assistent, horrifiés, à la sortie du pilote avec un parachute. Le pilote crie qu'il a perdu le contrôle de l'avion et qu'il va s'écraser dans quelques minutes. Il ajoute qu'il n'est pas assez payé et qu'il veut encore quelques joues avant de mourir. La panique éclate alors que Zhao et le majordome se précipitent pour éviter les secousses violentes du vol. Le majordome voit un serveur portant un parachute et bondit vers lui, tentant de le forcer à lui donner celui de Zhao. Mais les secousses le repoussent, donnant au serveur une chance de sauter hors de l'avion. Le majordome repère ensuite un autre parachute à proximité et le saisit pour Zhao juste à temps. Au même moment, Mizu sent l'avion qui tombe et s'élance vers lui, craignant que la magie de Wang soit derrière cela. Alors que l'avion plonge, le majordome parvient à attraper Zhao en plein vol, le sauvant ainsi de la mort certaine. Mizu atterrit sur l'avion en spirale et canalise la puissance divine. Elle commence à invoquer la punition céleste, un test que chaque cultivateur doit subir pour monter au niveau suivant. En même temps, Wang essaie de contrôler l'avion pour le jeter sur Ying, mais sa concentration se brise lorsqu'il voit Mizu subissant la punition céleste au milieu du combat. Réalisant qu'elle pourrait posséder la racine de spirituel rare, il devient à la fois cupide et effrayé. Il réalise que s'il absorbe son esprit, il pense pouvoir atteindre la dernière étape de la formation du noyau. La fureur de Mizu brûle fort. Elle attaque Dwayne avec la colère divine, obligeant celui-ci à esquiver et faisant plonger l'avion dans les montagnes en dessous. Face à la tempête, Mizu ironiquement remercie Wang pour l'avoir aidé à surpasser la punition céleste avant de se tourner contre lui. Mais pendant qu'elle est occupée par la punition divine, Wang capture l'un de ses éclairs. Ying crie pour qu'elle soit prudente, mais c'est trop tard. Alors que Wang renvoie l'éclair vers Mizu, l'atteignant inconsciente, Ying court pour la porter loin mais trouve lui-même piégé. Désespéré, il hurle de toutes ses forces. Soudain, la médaille que Mizu lui avait donnée commence à briller. Wang prépare un autre éclair pour les achever, mais Ying saisit la dague de Mizu et la plante avec toute sa force, et Wang sent du sang. Il se révèle que Ying et Mizu ont réussi à couper l'arme de Wang, ce qui le met dans une rage folle. Wang a assez. Wang active rapidement sa capacité d'absorption de sang, absorbant du sang et de l'énergie de Ying et des autres. Ils deviennent de plus en plus faibles à mesure que leurs forces s'épuisent. Ling court pour les protéger, mais elle prévient Yang qu'elle ne peut pas tenir longtemps car son énergie s'épuise trop vite. Ying lui dit de retourner à l'intérieur de lui, affirmant qu'il affrontera Wang seul. Enragé, Wang utilise son bras de contrôle sur la dague de Ying, coupant son bras. Puis il saisit Mizu, l'attirant près de lui car Q était celui qui avait coupé son bras. Tenant Mizu dans son bras, affaiblit encore plus Ying, sachant que le moindre geste maladroit pourrait coûter la vie à Mizu. Un bruit aigu résonne dans l'air. Le corps de Mizu atterrit sur le sol lorsque Wang la jette de côté. Ying hurle de colère et charge vers Wang, mais Wang bloque ses attaques sans effort. Ayant échoué à venger l'esprit serpent, Yui pleure désespérément à côté. Mais puis Ying se souvient que le sang du dragon est très corrosif, et voyant Mizu immobile sur le sol, une idée lui vient à l'esprit. Il appelle Mizu, lui disant de patienter car il reviendra après avoir vaincu Wang. Il serre fermement sa dague et s'élance vers Wang, mais il décide délibérément de couper sa propre main, permettant à Wang d'absorber son sang. Wang rit, sentant la puissance revenir en lui jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose ne va pas. Les cheveux de Ying commencent à s'allonger alors qu'il appelle le dragon en lui, et le sang qui coule de lui n'est pas ordinaire, mais c'est le sang du dragon qui est mortel et corrosif. Le corps de Wang commence à brûler et à se corrompre de l'intérieur. Paniqué, il annule son absorption de sang et se concentre sur son propre soin, donnant à Yui le temps de se relever.
Yui saisit l'opportunité et attaque son épée scintillant vers Wang. Il esquive et la jette au sol. Ying s'élance vers Wang et, par désespoir pur, Wang mobilise toute sa puissance et arrête Ying avec une roche massive. Il respire fortement, pensant être en sécurité jusqu'à ce que Ying se libère et tranche son torse. Le tuant, Wang hurle follement alors que son corps s'effondre. Il maudit tous, prévenant qu'ils vivront dans la peur car l'ancêtre viendra pour la vengeance. Puis son corps se désintègre et Yui respire un soupir de soulagement, heureuse d'avoir enfin vengé sa famille, son village et son ancien ami, l'esprit serpent. Ying se dirige vers Mizu, mais alors une voix profonde résonne et l'ancêtre révèle qu'il est un œil géant flottant dans l'air. Il dit à Ying qu'il est impressionné qu'il ait remarqué sa présence. Ying avoue qu'il a toujours senti quelqu'un les observer et demande à l'ancêtre de l'aider à sauver Mizu qui est en train de mourir. L'ancêtre semble amusé et demande pourquoi il devrait l'aider. Ying répond qu'il possède les hanches et les perles, le trésor que l'ancêtre désire. L'ancêtre appelle Ying un idiot, disant que Mizu peut être ramenée à la vie seulement si elle a encore un peu de vie en elle. Et il prétend qu'il peut la ramener ou la détruire à volonté, mais accepte de l'aider Yang. Cependant, il exige comme partie de son marché qu'il visite son royaume, un espace bien au-delà de son monde. L'ancêtre refuse de révéler son emplacement exact, disant que les entités supérieures l'en empêchent, mais il donne à Ji Ying 3 ans pour accomplir son marché de ramener les perles Hanshin à son domaine en échange de la vie de Mizu. Puis l'ancêtre disparaît. Sa voix résonne une dernière fois, lui disant de se préparer car ils ramèneront Mizu bientôt. En même temps, Jiao et son majordome survivent à l'accident d'avion. Jiao pleure sur son avion détruit jusqu'à ce que son majordome lui rappelle qu'il peut facilement en acheter un autre. Jiao cligne des yeux, surpris par combien cela semble bon marché et décide de rentrer chez lui. Le majordome le transporte et Jialas avec lui, ressentant le vent souffler autour de lui pour la première fois. Plus tard, Mizu emmène Ying quelque part tout en portant un bandeau et il se sent nerveux, terrifié qu'elle puisse le décevoir de cette manière. Elle le taquine, lui disant de rentrer si il est effrayé, mais Ying avoue qu'il n'est pas effrayé, juste inquiet qu'une attaque puisse l'atteindre et la blesser. Faisant rougir Mizu, elle prend sa main et le tire derrière elle. Puis, quand il est temps pour Ying de retirer son bandeau, il se retrouve debout dans un parc paisible. Mizu sourit, expliquant que sa mère venait souvent ici pour des pique-niques et lui enseignait beaucoup de choses, y compris comment choisir un bon mari. Et elle commence à taquiner Ying de manière joueuse, suggérant qu'ils peuvent commencer à se frapper sur l'abdomen, sur l'herbe. Soudain, Mizu tire son épée et défie Ying à un duel. Ying hésite, pensant qu'elle veut quelque chose de complètement différent, quelque chose peut-être effrayant. Quand elle réalise qu'il veut agrandir ses pompons, elle rougit davantage et lui dit qu'il aurait pu simplement demander si c'était ce qu'il voulait. Puis elle pose sa tête contre sa poitrine alors qu'il promet de ne jamais laisser rien menacer à nouveau. Entièrement excité, Mizu lève les yeux vers lui et soudainement l'embrasse, volant son premier baiser. Plus tard, Jiao rencontre une fille et la ramène chez lui. En traversant la rue, il voit Mizu tenant la main de Ying et son cœur et ses testicules s'effondrent de déception. En même temps, Yui retourne à son village et incline la tête en gratitude, remerciant sa communauté, ses ancêtres et les esprits qui l'ont guidé à la maison. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, laissez un commentaire ci-dessous, cultivez les joues. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.